Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling où j'ai le plaisir de retrouver Pierre Sellier, le créateur de Newton, une plateforme qui va révolutionner votre création de contenu, mais pas que. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette mini-série sur le thème du persona, parce qu'en fait, le persona, on en entend parler, tout le monde nous dit il faut parler à notre persona, on entend parler d'ICP, et finalement, ça reste assez flou. Donc, on avait envie de clarifier ce point avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Elodie. Et nous allons commencer peut-être par donner un petit peu les grandes lignes de ce qu'est un persona et comment définir un persona. Et si toi, tu as des tips particuliers par rapport à ta plateforme Newton sur comment exploiter au mieux son persona une fois qu'on l'a défini. Eh ben, écoute, merci de me donner l'occasion d'en parler. Alors effectivement, la première chose à rappeler, c'est qu'il est important pour les sociétés qui veulent s'orienter vers la croissance, de bien définir qui elles visent, quelle est leur audience. Et pour ça, classiquement, on a recours à la définition d'ICP et de persona. Alors, l'ICP, l'Ideal Customer Profile, et les personas sont deux paramètres à prendre en compte. Je vais rentrer dans chacun d'eux. Alors, je suis désolé pour les acronymes anglais, mais c'est vraiment comme ça qu'on les définit. Et donc l'ICP, c'est globalement votre indicateur clé pour pouvoir bien définir votre persona. L'ICP, c'est le client idéal que vous recherchez à capter. Ce client idéal, il est lié à l'entreprise et au secteur d'activité. Et donc, quand on définit un ICP, on va vraiment se dire, OK, je vais essayer de viser les agences de communication, c'est mon ICP, et c'est eux que je vais essayer de cibler de manière prioritaire. À l'intérieur de ces ICP, les ICP sont plus liés à des secteurs B2B, soit dit au passage, et à l'intérieur de ces ICP, vous allez du coup définir des personas, des buyers personas. Ces buyers personas sont les fonctions clés ou les personnes clés que vous voulez cibler et qui vont acheter votre produit. Concrètement, par exemple, si je reprends l'exemple des agences, l'Ideal Customer Profile, ce sont les agences pour moi, eh bien, à l'intérieur des agences, mon buyer profile, mon buyer persona, ce sera potentiellement les social media managers des agences, parce que les social media managers des agences sont ceux qui ont besoin de mon logiciel et qui vont du coup être sensibles au discours et au pain point que je cherche à résoudre. Voilà. Concrètement, deux types d'infos qu'il faut vraiment prendre en compte quand on cherche à faire de la croissance, l'ICP et le persona, qui sont vraiment deux types d'informations qu'il faut que vous clarifiez si vous voulez vous lancer pour éviter d'aller taper dans le vide, d'aller mettre un coup d'épée dans l'eau en termes de captation client. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez perdre votre temps. Et ce serait dommage que vous passiez à côté du profil idéal d'acheteur que vous cherchez à cibler. Et tu l'as dit dans l'épisode précédent, n'hésitez pas à demander à votre audience, à votre communauté, aux personnes qui vous suivent, justement, à leur poser des questions pour affiner ce persona. Parce que c'est vrai que quand on se lance, on définit plus ou moins une cible à qui on a envie de s'adresser. Mais finalement, cette cible, elle peut s'affiner, tu l'as dit, avec les pain points, donc les freins. Comment je fais pour lui donner des arguments qui vont lui parler, etc. Et si je ne connais pas mon persona, mes arguments peuvent tomber à l'eau. Et justement, tu as quelque chose de très puissant dans ta plateforme, parce qu'une fois qu'on a défini le persona, une fois qu'on connaît son pain point, j'ai envie de lui parler, mais alors,
comment je fais pour lui parler, comment je fais pour lui adresser le bon message, comment je fais pour pas passer à côté justement des arguments qui vont faire mouche sur ce persona. Alors c'est une bonne question. J'en profite juste pour revenir sur quelque chose qui est très important, c'est que généralement une société qui est au démarrage, elle va émettre une hypothèse qui est que elle cherche à résoudre un pain point et que du coup la personne, le persona qu'elle vise est celui-ci. Donc elle émet une hypothèse. Quand on est dans une stratégie de go-to-market, on émet c'est généralement des hypothèses. Et comme tu l'as rappelé, effectivement, la confrontation au marché fait que, eh bien, on va peut-être s'apercevoir qu'en cours de route, ben certes, le persona qu'on visait, il est intéressé, mais il y en a un autre à côté qu'on n'avait pas identifié qui est lui aussi intéressé. D'ailleurs, chez Newton, c'est ce qui s'est passé. On visait principalement les content managers, et puis on s'est aperçu que notre solution, elle pouvait aussi être intéressante pour les sales. Et donc, du coup, on a fait une formule sales où ils peuvent utiliser la solution pour avoir l'information des contenus qu'une entreprise a créés et qu'ils peuvent utiliser pour aller proposer ces contenus-là à leurs prospects. Et donc concrètement, tu vois, on s'est aperçu en cours de route, au cours du MVP, qu'il y avait un persona connexe à celui qu'on ciblait. Et donc du coup, on a affiné notre offre, on a pivoté légèrement et on a du coup essayé d'itérer sur le produit pour pouvoir adresser ce persona et du coup maximiser l'audience qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est important de le rappeler. Pour répondre à ta question, il faut effectivement être toujours à l'écoute de ton utilisateur. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de constamment poser des questions à nos utilisateurs. On est vraiment dans l'interaction avec notre utilisateur pour pouvoir affiner déjà notre produit et puis potentiellement détecter des besoins et peut-être aussi des utilisateurs qui viennent sur la plateforme et qu'on n'aurait pas forcément ciblé au démarrage. Et donc concrètement, un exemple est que pour être pertinent dans l'utilisation de l'outil et dans la recommandation qu'on fait à nos utilisateurs sur notamment des thèmes qu'ils peuvent développer en termes de contenu ou dans le repurposing qu'on peut leur proposer sur leur contenu, on avait besoin de connaître l'audience que nos utilisateurs cherchent à cibler, et ça passe par un onboarding où on pose un certain nombre de questions pour essayer de comprendre à qui ils s'adressent, quels sont leurs ICP, quels sont leurs personas, quelle est la ligne éditoriale qu'ils développent. Et donc en posant ces questions-là, on arrive à être puissant sur les recommandations que l'on fait, et on s'aperçoit à travers cette expérience utilisateur que nos utilisateurs ont des recommandations à nous faire en termes d'amélioration de l'outil, et du coup ça nous emmène parfois à aller cibler d'autres professions qu'on n'avait pas envisagées initialement. Je donne un exemple très précis. En fait, nous on a principalement des content managers en termes d'utilisateurs, et en fait les content managers nous ont dit ouais mais vous voyez il y a aussi le département produit qui est intéressé par nos contenus. Eh bien du coup est-ce que vous pourriez nous aider à être interfacés sur des outils qui sont utilisés par le département produit? Et donc c'est quelque chose qu'on a dû rajouter dans la roadmap parce que c'était une demande qui était insistante. Et donc vous voyez, quand vous êtes à l'écoute du coup de votre audience, quand vous arrivez à détecter les besoins avec ces interactions, que ce soit des interactions automatisées ou non, eh bien vous arrivez à détecter des nouveaux besoins et donc du coup à affiner votre produit et votre stratégie commerciale qui en découle. Canon. J'aurais adoré avoir Newton quand je travaillais chez Mercedes parce que là, quand tu as parlé de produit, ça a tellement résonné en moi. Parce que nous, donc moi, j'étais content manager entre guillemets, puisque je gérais les social media managers et il fallait qu'on valide évidemment tout le contenu par le produit. C'est le produit qui nous fournissait le contenu, mais le produit n'avait pas forcément la visibilité sur les posts qu'on faisait après. Donc il y a une vraie mutualisation des contenus. En fait, on est tous dans la même boîte, on va tous dans la même direction. Et c'est vrai que d'avoir une plateforme où il y a absolument tout le contenu, parce que je sais pas, alors du coup, je te propose un nouveau persona, les relations presse. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Effectivement, mais en fait, c'est un peu, ce projet est un peu une pelote de laine parce que dès qu'on commence à mettre le doigt sur une brique, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de choses à faire, et donc du coup, c'est un projet qui est sans cesse en train de s'enrichir de nombreuses briques. Là, on a une autre chose dans les cartons qui va viser
principalement la diffusion. Moi, je peux malheureusement pas en parler, mais globalement, effectivement, il y a des usages qui sont en train de se faire sur la plateforme et qui nous amènent aussi à la façonner pour essayer de répondre à un maximum de besoins. Après, il faut bien évidemment prioriser parce que vous développez, c'est du temps, c'est de l'argent et forcément, vous essayez d'en satisfaire le plus grand nombre, mais il faut être aussi rentable derrière. Voilà. Donc on va faire les choses avec rigueur et méthodologie, mais effectivement, il y a énormément de possibles usages. Le contenu, comme tu l'as dit si bien, ça concerne tout le monde. Et dans une boîte, l'idée pour nous, la promesse qu'on fait à travers cet outil, c'est de casser les silos, parce que le marketing est certes générateur de contenu, mais ce contenu, il intéresse aussi bien l'externe, à savoir votre audience, vos personas, etc. Mais il concerne aussi l'interne. Il peut intéresser vraiment tous les départements avec lesquels vous bossez, que ce soit le produit, que ce soit les customer success, le support, que ce soit les sales. Vraiment, tout le monde a besoin des contenus et c'est comme ça en plus que vous amortirez au maximum votre contenu parce que la consommation des contenus que vous ferez, que vous arriverez à faire, fera que votre contenu sera amorti. Canon. Alors après, j'ai tout de suite les images, j'ai tous les freins en me disant alors quelle direction on va dire oui je paye, non moi c'est moi, non mais pourquoi ça sert au marketing, au sales. Mais bon, c'est un autre souci. C'est un autre sujet. Je me voyais déjà en disant alors qui va payer. Mais ouais, casser les silos c'est tellement important. Et j'avais une dernière question pour toi. Parce que on entend en fait le persona, on entend un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Moi, j'avais reçu l'excellente Florence Grégeois qui nous a fait une masterclass sur le persona, c'était passionnant. Et j'écoute aussi beaucoup Pauline Léniaud qui a le podcast. Et j'aimerais bien remettre pas en cause, c'est pas tout à fait le terme, mais avoir ton avis en tout cas sur la question. Est-ce que selon toi, il faut s'adresser à un persona et se concentrer à fond, ou est-ce que plutôt tu aurais la vision de te dire bah non, on peut adresser plusieurs personas et à ce moment-là comment? Alors effectivement. Alors moi je pense que je suis de la famille qui dit on peut s'adresser à plusieurs personas et il faut s'adresser à plusieurs personas. Pourquoi? Parce que si vous ne vous adressez pas à plusieurs personas, on a dit, notamment dans une stratégie de go-to-market, vous avez potentiellement la faculté d'aller vous mettre dans un chemin qui n'est pas forcément le bon, parce que vous pouvez vous tromper de persona. Vous émettez une hypothèse au démarrage, et puis vous allez vous apercevoir en cours de route que c'est peut-être pas le persona qui consomme votre contenu, et donc du coup il y a peut-être un autre persona qui vient le faire, et donc du coup soit vous avez la capacité de pivoter très vite, soit et donc du coup de changer de persona ou le rajouter à celui que vous essayez de viser, soit vous ne le faites pas et vous pouvez errer stratégiquement et vous rendre compte que vous êtes embourbé dans une mauvaise direction. Donc pour moi, il faut aller tester plusieurs personas, il faut au démarrage, et puis surtout quand vous avez confirmé vos personas, il faut pas hésiter à aller en rajouter d'autres. Parce que vous allez avoir sans doute un produit, un service qui peut adresser de multiples personnes, et c'est tant mieux, et c'est même d'ailleurs ce qu'il faut faire si vous voulez développer votre business, c'est vraiment conseillé. Donc oui, moi je suis plutôt de la deuxième famille, je pense qu'il faut pas s'enfermer à avoir un seul persona, bien au contraire, il faut avoir plusieurs ICP, plusieurs personas, et il faut essayer d'aller en adresser le maximum. Merci Pierre, décidément, merci. J'étais aussi d'école plusieurs personas, mais je t'avoue que j'aimais bien remettre en cause ce point. Et c'est vrai que il y a deux écoles, du coup, celle du mono-persona et celle du pluri-persona. Mais c'est vrai que si on veut maximiser ses chances de toucher les bonnes personnes avec les bons produits, stratégiquement, je te rejoins. C'est quand même bien d'adresser plusieurs personas. Tu voulais ajouter un dernier mot peut-être? Non, j'ai peut-être pas tout à fait répondu à la deuxième partie de ta question qui est comment faire. Ça nécessite effectivement d'être en capacité d'avoir un discours qui soit adapté. Et donc pour ça, en fait, ça nécessite un travail d'abord d'analyse qui est, on en revient, quels sont les points, les freins, les pain points que votre personnage cherche à lever. Et si vous arrivez à identifier ça, si vous arrivez à avoir le discours qu'il faut, et donc ça nécessite aussi de travailler votre discours, votre storytelling, là vous serez en capacité de pouvoir avoir la bonne narration, la bonne technique de narration, et ça vous allez pouvoir du coup avoir apporté les bons arguments, apporter les bonnes solutions et donc maximiser vos chances de conversion. Je vais donner un exemple très précis. Chez Agora Pulse,
on s'est aperçu que dans nos personas, les social media managers, on avait et aussi on avait un deuxième persona, les directeurs marketing. On avait chez ces deux personas le même pain point, qui était la capacité à mesurer le retour, à prouver la valeur commerciale, le retour sur investissement des actions social media. D'un côté, pour les social media managers, il fallait prouver quelle était en tout cas que leur action qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, que la stratégie qu'ils mettaient sur les réseaux sociaux était positive et apporteuse de valeur pour l'entreprise. Et donc il y avait un travail de justification du travail qui était fait. De l'autre côté, directeur marketing, il y avait aussi une volonté de prouver que le budget qu'on engageait sur les réseaux sociaux, eh bien il devait être reconduit d'une année à l'autre, et donc du coup que ça apportait de la valeur, et donc du coup qu'on pouvait aller engager davantage de dépenses éventuellement sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça qu'Agorapulse a développé une fonctionnalité qui est celui du retour sur investissement des réseaux sociaux. Je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que cette identification de ce pain point, elle est passée par un cas client. C'est l'histoire de Fiona. Fiona, en fait, elle était en charge du service client de sa boîte, et Fiona, en fait, elle a été challengée par sa boss, qui lui a dit, écoute, c'est bien beau parce que tu me fais faire des embauches sur ton service client, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Parce que moi, je sais combien ça me coûte, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Et vous voyez, on a fait du coup cette identification client, et c'est comme ça qu'en fait, on s'est aperçu que Fiona, elle n'arrivait pas à justifier de son ROI facilement, elle était obligée de mettre des UTM par elle-même à la mano, que c'était chronophage, etc., etc. Et que Fiona, elle est venue nous voir en nous disant, il faut absolument que vous développiez cette fonctionnalité. Et c'est comme ça que du coup, on a fait une enquête auprès de nos clients, et que du coup, on a développé cette fonctionnalité. Mais je raconte l'histoire de Fiona parce que ça vous montre aussi comment vous pouvez identifier les besoins de vos clients et après les raconter. Nous, c'est l'histoire de Fiona, c'est quelque chose qu'on raconte. Là, je suis en train de le faire avec vous, et donc du coup, il y a un storytelling que je développe et qu'on a développé à chaque fois à l'occasion des prises de parole ces derniers temps. Eh bien, quand vous arrivez à faire cette démarche-là, vous êtes capable de mettre en avant à travers une histoire qui est plutôt sympa le pain point de vos clients, qui vous a amené à être en mesure de répondre à cette satisfaction de comment résoudre ce pain point, et du coup vous êtes en capacité de prouver que votre service, votre produit, il est légitime pour pouvoir résoudre le problème des clients. Canon, tu nous fais une masterclass. Je suis peut-être un peu trop exhaustif, je suis désolé, mais en tout cas, vous avez là les exemples concrets de comment vous pouvez résoudre ce problème-là, et puis apporter une technique de narration pour promouvoir votre contenu à votre audience. Eh ben, je te remercie énormément, Pierre, et ça nous donne un super lien sur notre 3e épisode qu'on va vous proposer très prochainement, qui est comment créer de la valeur avec le contenu qu'on va avoir à disposition. Donc là, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail. On a notre persona, on sait comment planifier tout notre post. On réécoute le premier épisode pour avoir tout en tête. Le 2e épisode pour vraiment bien s'adresser au persona. Et le 3e épisode, là, vous allez avoir un discours, soit avec du storytelling, comme tu viens de le dire, la narration, qui va vraiment créer de la valeur et vous démarquer par rapport à vos concurrents. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ça. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode. Bonne semaine à tous. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.